Bonsoir, bienvenue à cette première réunion publique à Mazamet. Donc pour ceux de la ville, bonjour. Pour les voisins, bienvenue à tous. Donc on est là ce soir pour vous présenter la liste Bleu Marine, avec sa tête de liste, Monsieur Gallois Stéphane. On reçoit aussi Monsieur Pilos, le secrétaire de notre fédération du Tarn, et qui sera aussi tête de liste à classe. Et je remercie de tout mon cœur pour le soutien le Parti Front National et Monsieur Alliot qui est ce soir présent avec nous. Donc avant tout, je voudrais quand même, pour profiter qu'on soit là ce soir, pour faire une petite minute de silence pour nos 2 soldats de Castres qui sont tombés au combat. Merci beaucoup. Je vous remercie pour vous. Donc ce soir, vous avez remarqué, on vous a mis des petits programmes et des petits questionnaires sur vos chaises. Normalement, les Mazamétains les reçoivent et les ont reçus dans la boîte aux lettres. Faites attention, c'est un peu mélangé aux publicités. Voilà, donc on pourra soit les récupérer au niveau du courrier, vous avez vu, il y a une enveloppe pour le retourner, ceux qui l'ont reçu chez eux. Et sinon, on vous les prendra à la fin au niveau du buffet pour ceux qui les auront remplis ce soir. Ça va se passer en 2 temps. Donc d'abord, vous allez avoir la présentation des candidats et des 2 hommes forts ici. Et ensuite, nous profiterons d'un petit pot avec un buffet. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Et pour l'instant, c'est Monsieur Pilos qui va commencer. Merci, bonsoir, chers amis. Je remercie Stéphane Gallois, monsieur le maire de Mazamet, pour son invitation. La campagne est bien partie, mais pour Mazamet, elle est partie depuis quand même quelques mois. Une belle permanence, avec une belle photo de Stéphane. Il a plusieurs fois déjà sur les journaux, on a vu son portrait, sa tête, avec la ville de Mazamet. Alors, il y a encore 1 an, on ne savait pas trop où on allait, quelle liste on allait monter. Aujourd'hui, dans le Tarn, nous allons monter une liste à Castres, c'est moi la tête de liste. Bon, la liste est bouclée. Une liste à Albi, avec Frédéric Cavolier ici présent. Une liste à Gaillac, avec Marie-Christine Boutonnet ici présent. Une liste à Saint-Benoît de Carmaux, avec Nicole Bousquet ici présent. Nous aurons une liste aussi à Carmaux, avec Christian Legris. Une liste à Groyer, avec Jean-Pierre Rousseau. Une liste à Saint-Sulpice avec Marc Néry, plus une liste à Saint-Afrique-les-Montagnes avec monsieur Jacques Bourgeot. Nous avons une liste à La Bessière-Candeil, une liste à Castelnau de Montmirail, une liste à Castelnau de Brassac, et petit à petit, les listes se montent. Alors c'est plus facile dans les petits villages de 1000 habitants, on n'a pas besoin de monter des listes complètes, c'est des listes mixtes où on raye les noms, c'est quand même plus simple. Alors tous ici présents, vous êtes tous pour une grosse partie les porte-parole du Front National. Alors si vous trouvez, si vous avez des amis, de la famille qui veulent s'investir, n'hésitez pas à me contacter, surtout dans les petits villages, parce que la plupart des grandes villes sont déjà, les listes sont faites. Alors merci Stéphane pour ton invitation et je te laisse la parole. Merci. Bien, messieurs, dames, bonsoir. Je m'attendais à quelque chose d'un peu impressionnant, mais c'est le cas de ce que je croyais. Donc la réunion, comme nous l'a dit, se déroulera en 2 parties. On va essayer d'être bref et de finir la première partie aux alentours de minuit.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont répondu présentes ce soir. Merci aux têtes de liste qui viennent pour soutenir la candidature Bleu Marine à Mazamet. Et un grand merci aussi à Louis Alliot qui a fait le déplacement spécialement pour nous, pour inaugurer notre permanence et être présent et nous soutenir lors de cette réunion publique. Un grand merci à lui, je crois qu'on peut l'applaudir pour ça. Certains me connaissent, d'autres pas encore, mais ça ne saurait tarder. Je suis né dans la Nièvre en 1968, au mois de mars. J'aurai 46 ans lors de ces élections. Oui, il en fallait là. Il fallait un lapsus, je l'ai fait, je suis tranquille pour la soirée, ça va. Je suis infirmier libéral à Mazamet depuis... je travaille maintenant sur le Mazamétain depuis 2005. Je suis infirmier depuis 23 ans. Je suis père de 2 garçons et d'une fille. Je suis divorcé et je vis actuellement avec une Mazamétaine. En 1997, ça commence à dater un petit peu, j'ai eu l'opportunité d'ouvrir un commerce. Et je me suis dit, pourquoi pas? Alors j'étais néophyte, je connaissais rien. Je connaissais rien, mais j'avais envie. J'avais envie de le faire, j'avais envie de réussir. Il s'avère que ce projet a réussi. J'ai ouvert mon commerce, ça a très bien marché, puisque j'ai eu jusqu'à 5 salariés. Et puis les aléas de la vie, un divorce, ont fait que j'ai été obligé d'arrêter et de reprendre mon métier d'infirmier. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité d'être candidat tête de liste à Mazamet. Alors, je ne suis pas un politicien né, je n'ai pas fait l'ENA, je n'ai pas fait Sciences Po, et j'en suis fier, je suis quelqu'un comme vous, je parle comme vous. Et comme je suis un néophyte en politique, malgré le fait que je suis adhérent au Front National depuis 1997, malgré le fait que je sois adhérent, je n'ai jamais été candidat, c'est la première fois. Et comme je suis un néophyte, on me prédit une chute spectaculaire, forcément. Sauf qu'en tant que néophyte, j'ai une volonté. J'ai la volonté de réussir. Et je pense qu'avec mes colistiers, on est bien parti pour ça. Alors c'est vrai que je n'ai pas eu une formation de politicien. Dieu merci au Front National, ils ont mis en place, grâce à Louis Alliot, le campus Bleu Marine, qui est une structure de formation pour les futurs élus. Et c'est vrai que ça nous aide énormément, parce que même si on n'a pas des bases qui datent d'il y a 20 ans, les bases qu'ils nous donnent sont solides. Et on continuera à se former au maximum pour être le plus efficace possible. Contrairement aux politiciens qui vous disent vert alors qu'ils savent pertinemment que ce sera rouge, je ne ferai pas de promesses que je ne tiendrai pas. Ce que je vous dis ce soir, je le ferai. Et ce que je ferai, c'est ce que je vous aurais dit. En l'espace d'une génération, Mazamet est passé de statut de ville prospère à celui de ville sinistrée. La raison principale étant la disparition du délainage, qui a été pendant 4 générations une industrie très rémunératrice pour tous, et qui ne sera jamais remplacée parce que les municipalités précédentes, toutes sensibilités confondues, hormis bien sûr le Front National qui n'a jamais été présent aux commandes de la ville, n'ont pas su nous protéger, n'ont pas eu la vision à long terme d'une ville prospère et l'esprit d'investir pour pérenniser cette situation confortable. Et le résultat nous saute aujourd'hui au visage. Quand on stagne, on recule. Nous avions déjà, au temps de ces usines de délainage, une immigration essentiellement espagnole, portugaise, italienne, donc chrétienne, qui s'est rapidement intégrée. D'autant plus qu'à l'époque, il y avait le plein emploi. Aujourd'hui, il faut faire face à une conjonction d'une crise économique sévère, d'une immigration qui a changé de nature, attirée chez nous non pas par le travail qu'on pourrait lui fournir, mais par les avantages de notre système social dont ils bénéficient, y compris lorsqu'ils sont sans emploi. Le maire actuel de Mazamet, M. Bonneville, fait l'objet de critiques. De critiques pour son manque d'initiative, de critiques pour l'arrivée massive de Comoriens, Mahorais sur la ville, de critiques pour son manque de dynamisme et d'investissement, pour sa politique laxiste en termes de sécurité, pour la sortie du parc régional du Haut-Languedoc, pour l'arrêt des animations qui était un aimant à touristes sur Mazamet. J'en passe et des meilleurs. Mais ces critiques sont souvent exacerbées, exagérées,
surtout lorsqu'elles proviennent de la mouvance UMP de la ville, mouvance que l'on retrouve sur la liste d'un des candidats à l'élection municipale, qui n'a pas digéré la lourde défaite subie lors des dernières élections, une défaite auquel ils ne s'attendaient pas, qu'ils n'ont pas vu venir, et l'esprit de revanche les motive à se représenter soi-disant sans étiquette, mais personne n'est dupe. Les étiquettes, parlons-en. On a vu au niveau national, lors de l'élection du président de l'UMP, une sordide bagarre d'ego et de pouvoir entre deux personnes, pour qui le vote de leurs adhérents, militants et autres sympathisants avait tellement peu d'intérêt qu'ils s'en sont moqués de la manière la pire qu'il soit. Une liste UMP se présente à Mazamet. Liste qui préfère d'ailleurs une alliance avec la gauche, avec un représentant socialiste, sûrement pour se donner bonne conscience. Préfère donc cette alliance plutôt qu'une alliance avec le candidat du Front National, alors que les idées qu'ils prétendent défendre sont les idées que je défends. Mais ça, c'est un choix qu'ils ont fait. Ils préfèrent l'UMPS au Front National. Ils trahissent ainsi les idées et les intérêts de leurs électeurs. On se rend compte de la catastrophe nationale que nous sommes en train de vivre depuis l'élection fallacieuse de François Hollande, élection pour laquelle les Français n'ont pas voté pour élire un président de la République, mais pour contrer un candidat. Je ne m'étendrai pas sur le sujet. Nous subissons chaque jour les résultats catastrophiques de leur politique, et la liste socialiste présente pour les municipales ira sans étiquette. L'UDI et le MoDem qui, dans un but électoraliste, se marient à quelques mois des municipales, réservera la même orgie de querelles intestines que l'UMP l'a fait lors des présidentielles, lorsque les présidentielles se profileront à l'horizon. Une liste UDI se présentera sûrement, parce que le candidat ne s'est pas encore déclaré, mais je pense qu'il ira sans étiquette. Le seul à avoir le courage de ses opinions, à ne pas mentir aux électeurs, à être fier de son parti et des idées qu'il défend, est votre serviteur. Ce qui, en plus d'être une marque de courage, est sans doute un gage de sérieux, puisque derrière un candidat, il y a un parti. Et Louis Alliot le prouve ce soir. Un parti qui a tout approuvé et qui sait que le moindre faux pas sera jeté à la vindicte populaire par l'intermédiaire d'une presse nationale et de médias aliénés au pouvoir en place. Nous n'aurons pas le droit à l'erreur. Et ça, on le sait. Notre projet, comme notre liste d'ailleurs, est quasi bouclé. Je ne révélerai les noms de mes colistiers qu'une fois la liste déposée, pour des raisons évidentes de pression que subissent les gens qui veulent s'investir, les gens qui ont envie de faire bouger, les gens qui veulent que leur ville vive. Et malgré tout, on entend ici et là, « Ah, tu sais, tu ne devrais pas faire ça. C'est pas bien, c'est dangereux. Tu vas avoir des problèmes au niveau professionnel. Tu as des amis qui vont te tourner le dos. » Je ne sais, c'est les réflexions que j'ai eues quand j'ai dit que je serais candidat en février. Juste un petit mot sur cette liste. La moyenne d'âge est de 46 ans. Le plus jeune des colistiers a 20 ans. 20 ans. Le doyen en a 88. Il est ici présent, c'est M. Robert Salès, que je remercie. Au niveau professionnel, ça va du chômeur au chef d'entreprise, de l'ouvrier à la profession libérale, du commerçant au retraité. Toutes les classes socio-professionnelles seront représentées sur notre liste. Non seulement les classes socio-professionnelles, mais aussi les quartiers. C'est une chose à laquelle je tiens. Les quartiers seront représentés. Il nous manque encore des représentants de la Brespi et de Roquerland. Sinon, nous avons une personne d'Eziès, nous avons les Montagnaises, nous avons Négrin, le centre-ville, la Lose, Bonnecombe, tous les quartiers. On va essayer de représenter tous les quartiers pour être le plus collant à la population mazamétaine. Les grands thèmes que nous aborderons seront bien sûr la sécurité dans un premier temps. J'ai appris tout à l'heure qu'à Mazamet, cet après-midi, une personne avait été victime d'un vol à l'arraché. Un de plus.
La sécurité, je l'entends sous toutes ses formes. Pas seulement avec la mise en place d'une police municipale qui me paraît une chose évidente et pour laquelle je trouve dommage que ça n'ait pas été fait beaucoup plus tôt. Par exemple, au moment où la gendarmerie est partie, la municipalité aurait pu réagir en mettant en place une police municipale équipée, une police municipale armée, une police municipale qui ne servirait pas qu'à mettre des amendes aux gens qui restent trop longtemps sur les zones bleues, par exemple, en sachant que les zones bleues, sous notre mandat, disparaîtront. Voilà, parce que ça ne sert à rien, ça ne facilite absolument pas le stationnement dans la ville. Les seules zones qui resteront, c'est des zones 15 minutes devant certains commerçants, parce qu'effectivement, ça aide le commerçant. Et les commerçants sont des gens qu'il faut aider sur notre ville. Parce que c'est eux qui font vivre la ville, c'est eux qui créent des emplois et qui créent du dynamisme sur la ville. Donc la sécurité sous toutes ses formes, ça comprend aussi l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. En tant que soignant, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je soigne des tétraplégiques. Et quand je vois un fauteuil roulant rue Édouard Barbet remonter la rue en contresens parce que le fauteuil roulant ne peut pas monter sur le trottoir, c'est des choses qui me dérangent. Et puis qui sont absolument pas sécuritaires pour la personne handicapée, qui n'est déjà pas gâtée. Je pense qu'on peut essayer de faire en sorte que ces personnes-là aient des facilités pour Mazamet, pour circuler dans Mazamet. Donc la rue Édouard Barbet, qui est la grande rue, la rue la plus commerçante de Mazamet, les trottoirs seront bien évidemment refaits, malgré le fait qu'ils aient été refaits il n'y a pas très longtemps, de manière fort jolie à l'œil, hein, bien sûr, mais absolument pas pratique. Des trottoirs pour lesquels il faut s'appeler Candeloro pour marcher dessus quand il y a un peu de neige, un peu de verglas. Des trottoirs avec des bateaux, vous savez, des endroits où les piétons peuvent passer, qui ne sont pas en face des passages piétons. Des bateaux qui sont tellement raides qu'un fauteuil roulant est bloqué dessus. Donc ça, c'est des choses pour moi qui sont très importantes et pour lesquelles on mettra en place une stratégie de manière à faire que les trottoirs soient plus adaptés et plus pratiques. La vidéoprotection. Alors la vidéoprotection, j'en ai parlé en février. Ça ne veut pas dire quand je me suis présenté candidat, j'en ai parlé en février. J'ai parlé de la vidéoprotection, j'ai parlé de la police municipale, j'ai parlé du retour des fanfares. En juin, un candidat se présente et dans un journal différent du sien, il ne faut pas le nommer, il propose le retour des fanfares, une police municipale. Et puis, la troisième chose que j'avais proposée, il la propose aussi. Bref, la vidéosurveillance. Vidéosurveillance pour laquelle la ville de Mazamet était contre. La municipalité s'était déjà déclarée contre. Et puis, voyant que le Front National monte, voyant que les idées du Front National plaisent, et à juste titre, et bien la municipalité s'est décidée à acheter 5 caméras. 5 caméras d'occasion, pour pas que ça coûte trop cher à la ville. 5 caméras pour lesquelles les images reçues par la police ne sont pas d'une excellente qualité, ce qui fait que pour identifier les gens, c'est pas pratique. Donc la vidéoprotection sera repensée. Elle sera repensée de manière à ce que, d'une part, les délinquants ne sachent pas où elles sont. Ça, c'est la première des choses. Elle sera repensée pour que les commerçants se sentent en sécurité, et parce que les commerçants du centre-ville. Et puis, plein d'autres idées sur la vidéoprotection dont je reparlerai plus tard. Je voudrais aussi, pour Mazamet, une caserne de pompiers digne de ce nom. Vous connaissez pour certains mon engagement par rapport à ce corps des sapeurs-pompiers. Je trouve qu'il mérite une caserne digne du service qu'il rend à la population. Et si on continue comme ça, si on continue à ne pas trouver de terrain, à dire on verra ça plus tard, Mazamet perdra ses pompiers. Les pompiers iront sur une autre commune. Et il y a déjà des communes qui ont proposé des terrains. Donc il est temps de réagir si on ne veut pas, comme l'hôpital, comme la CAF, perdre aussi les pompiers. Nous envisageons aussi pour les personnes âgées un accompagnement en vue de certaines démarches pour qu'elles puissent aller retirer de manière sereine de l'argent à la banque, par exemple. Tout ça dans le pôle sécurité. Il faut aussi voir que la population médicale à Mazamet est vieillissante et que si on ne fait pas en sorte d'attirer des jeunes médecins, et bien pour se soigner, il faudra prendre sa voiture et puis aller sur le COS, à l'hôpital, parce qu'il n'est plus à Mazamet, il est parti là-bas.
Il n'y a plus de maternité à Mazamet, elle est partie là-bas, donc il n'y aura plus de Mazamétain. Ben oui, on est une espèce en voie de disparition pour ceux qui sont nés ici. Le développement économique et touristique du bassin est une chose aussi essentielle. Et il faut savoir que par ces élections, non seulement vous allez élire un conseil municipal, mais vous allez aussi élire un conseil communautaire. Et quand on voit la politique de la Com d'Agglo, on est en droit de se poser un certain nombre de questions. Je pense à la sortie unilatérale du parc régional du Haut-Languedoc, qui en plus a eu le mérite de nous mettre à dos toutes les petites communes environnantes. L'investissement que je trouve personnellement pharaonique pour une piscine, un investissement de 10 millions d'euros. Certes, la piscine avait besoin d'être faite, mais est-ce que c'était une priorité? Est-ce que la priorité, c'était pas plutôt de refaire des gymnases de bonne pompe où nos enfants vont faire du sport et ces gymnases tombent en ruine? Qu'est-ce qui est plus important, la sécurité de nos enfants ou aller se baigner? C'est vrai que la piscine, ce sera un atout touristique, mais il y a d'autres choses à faire. Ces 10 millions d'euros, on aurait peut-être pu les investir dans des zones franches pour attirer des entreprises, pour qu'elles créent de l'emploi, parce que Mazamet est une ville sinistrée. Il faut savoir que seuls 40% des Mazamétains payent des impôts. Alors qu'on était, il y a 40 ans, la 3e banque de France. On nous parle souvent aussi de préférence nationale quand on parle du Front National. Ah, la préférence nationale, oui. Parlons-en. Dans le domaine économique, j'irai encore plus loin. Je parlerai de préférence régionale, voire locale, dans l'attribution des marchés publics. Pour des raisons évidentes de protectionnisme de l'emploi des emplois locaux, comme pour des raisons évidentes d'écologie et de développement durable. Un marché public n'est pas forcément attribué au moins 10 ans, mais au mieux 10 ans. Et je préfère traiter avec une entreprise locale qui peut assurer un service après-vente de qualité, rapide, efficace, plutôt qu'une entreprise polonaise ou roumaine, forcément moins chère, qui prendra le chèque et disparaîtra une fois que les malfaçons seront terminées. Ce qui fait qu'on sera obligé d'employer des entreprises locales pour refaire le travail déjà fait, ce qui au final coûtera beaucoup plus cher. Il y a une idée qui a été soulevée il y a quelques années qui me plaît bien. L'idée d'un marché couvert à Mazamet. En plus du marché habituel, bien sûr. Je pense que le marché couvert aurait toute sa place au cœur de ville, avec des produits du terroir, et pas forcément alimentaires. Mais ça, ce sera soumis à un référendum au niveau des commerçants locaux, parce que le but, c'est pas de faire de la concurrence déloyale, c'est d'apporter un service en plus aux Mazamétains. Le social ne sera pas en reste, puisque nous préférerons donner des droits à ceux qui ont eu jusqu'à présent les devoirs. Je pense à ceux qui ont travaillé toute leur vie, parfois depuis l'âge de 13 ou 14 ans, qui ont cotisé toute leur vie et qui ont du mal à joindre les deux bouts, plutôt que de favoriser ceux qui ont des droits et qui n'ont jamais eu de devoirs. Pour redonner de la vie à Mazamet, nous mettrons en place un comité des fêtes, chargé d'organiser, de communiquer sur les différentes animations de la ville, et pour ne plus avoir, comme ce week-end du 27 et 28 juillet 2013, où sans publicité, nous avons eu le rallye de la Montagne Noire, les fêtes médiévales d'Opoules et les fêtes de Roquerland, le même week-end. Après, on nous dit qu'il ne se passe rien à Mazamet, mais évidemment, si on met tout le même week-end et qu'on ne communique pas dessus, il ne se passe rien à Mazamet. Nous redonnerons aussi la place qu'elle mérite à notre fête nationale, malheureusement délaissée depuis plusieurs années, quitte à le faire avec les communes voisines pour lui donner encore plus de place, avec un défilé militaire, un bal, un feu d'artifice, un vrai 14 juillet, quoi. C'est très bien aussi d'avoir une ville fleurie. C'est beau une ville fleurie, c'est vrai. Mais au-delà de représenter un budget important, ces fleurs sont mal réparties. Et certains quartiers, comme la Brespie, comme Roquerland, comme Négrain, qui sont des quartiers qui payent des impôts à la ville de Mazamet, eux, les fleurs, ils ne les voient pas.
Donc non seulement il y en a trop à certains endroits, il n'y en a pas assez à d'autres. Et entre nous soit dit, entre une ville fleurie et une ville propre, je préfère une ville propre. C'est la raison pour laquelle nous investirons dans des poubelles publiques. Parce que vous avez un paquet de cigarettes vide, vous voulez le jeter, il n'y a pas de poubelle à Mazamet. On investira aussi dans les fameuses toutounettes parce que c'est jamais marrant de marcher dedans. Et tout ce qui favorisera une attitude citoyenne et responsable de nos concitoyens. Pour une ville de 10 000 habitants, la ville de Revel, par exemple, compte 147 employés municipaux. Pour une ville de 10 000 habitants, Mazamet compte 205 employés municipaux. Certes, un effort a été fait, et ça, faut leur reconnaître ça, un effort a été fait par la municipalité en place, qui est passé de 298 employés municipaux sous le règne UMP à 205. Alors certes, il y a eu un effort de fait, un bel effort de fait, mais l'effort doit continuer, d'autant plus qu'il faut avoir en ligne de mire le fait que les employés municipaux qui partiront à la retraite, par exemple, seront remplacés par des policiers municipaux. Parce qu'il faut la créer rapidement, cette police municipale. Nous devrions aussi, sauf retournement de situation, ce que notre gouvernement girouette est tout à fait capable de faire, mettre en place une nouvelle organisation scolaire. Et pour ça, nous ferons intervenir les associations locales subventionnées, parce qu'il y aura des associations subventionnées. Peut-être pas toutes celles qu'il y a à l'heure actuelle, mais des associations qui font vivre et rayonner Mazamet seront subventionnées. Et ces associations-là, elles participeront aussi au niveau scolaire. Elles participeront aussi à faire découvrir leurs passions et leurs actions aux plus jeunes afin de susciter des vocations. Je mettrai en place aussi une cantine municipale, une cantine où les repas seront fabriqués dans une cuisine centrale municipale. On a la chance d'avoir à Mazamet un lycée hôtelier dont la réputation n'est pas à faire. Un lycée hôtelier qui travaille avec des produits locaux, des produits frais. Et pourquoi personne n'a pensé à mettre une cuisine centrale avec ce lycée hôtelier pour servir des repas avec des produits locaux, des produits frais à nos enfants scolarisés? Pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Bien évidemment, des repas de substitution seront prévus pour les enfants souffrant d'une pathologie, les diabétiques, les intolérants au gluten, les allergiques. Il me paraît difficile de sortir de cette torpeur moribonde seule. Et je pense qu'une alliance avec Ossillon serait sûrement plus efficace que des querelles de clochers, sans aucun intérêt, si ce n'est diviser pour mieux régner. Mais régner sur quoi? Régner sur qui? L'intérêt des deux communes est aussi imbriqué que la géographie de leurs rues respectives. Mais ce projet, comme d'autres d'ailleurs, serait soumis à un référendum auprès de la population, en expliquant au préalable, et de concert avec le maire d'Ossillon s'il le souhaite, l'avantage d'un tel rapprochement. Une chose importante aussi, pendant notre mandature, nous n'augmenterons pas la part communale affectée aux différents impôts, qui, je trouve, sont déjà trop élevés par rapport au rendu à la population. Voilà les grandes lignes de notre projet, mais pour être sûr d'être en adéquation avec les attentes des habitants de Mazamet, nous avons envoyé par public postage un questionnaire. Plus les réponses à ce questionnaire seront nombreuses, plus le programme correspondra à vos attentes. Donc le projet n'est pas terminé, nous attendons d'étudier les retours des questionnaires. Attention, ces questionnaires, dans des enveloppes craft marron, sont glissés entre des publicités. Ce qui fait que les gens qui ont pris l'habitude de jeter leur publicité, ils jettent le questionnaire. Il nous en reste, on en a à la disposition de ceux qui le souhaitent. Mais la réponse à ce questionnaire est importante parce que c'est la meilleure façon que nous avons, nous, candidats, d'être le plus en adéquation avec les attentes des habitants de la ville. Et puis pour conclure, je voudrais m'excuser. Je voudrais m'excuser parce que je suis
en partie responsable de l'élection de François Hollande. Je m'explique. Je suis adhérent au Front National depuis 1997. Et depuis, je pensais que, comme beaucoup d'ailleurs, il suffisait d'avoir une adhésion au Front National pour être un bon patriote. Mais surtout, j'en parlais pas, je le disais pas, parce que les médias disaient de moi que j'étais quelqu'un de raciste, quelqu'un de fasciste, de xénophobe, d'antisémite, bref, j'étais un vilain. Et pour éviter la vindicte populaire, je ne disais pas que j'étais adhérent au Front National. Je ne le disais pas. Et puis vous voyez, M. Hollande a été élu. Et moi je me dis que j'en ai assez d'être un clandestin dans mon pays. Je suis fier des idées que je défends. Et c'est un honneur pour moi de le faire. C'est un honneur. Alors arrêtons d'être des clandestins dans notre pays. Des clandestins sans les mêmes droits que la famille de Leonarda, bien sûr. Soyons fiers de nos idées, fiers de notre pays. Et pour pouvoir être fiers de votre ville, de notre ville, engagez-vous à nos côtés. Lucien Jeunesse, à son époque, aurait terminé son émission Le jeu des 1000 francs en disant « À demain, si vous le voulez bien ». Moi, je vous dis pour la victoire de Mazamet, la victoire du Front National à Mazamet, la victoire de Mazamet, à d'ici à Sissousfla. Merci. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir d'être à Mazamet, un ami, un Pyrénéen, puisque vous ne le savez peut-être pas tous, même si je suis candidat à Perpignan, qui est l'autre côté des Pyrénées, je suis aussi un ariégeois d'origine. Et vous me connaissez pour avoir été pendant de nombreuses années élu au Conseil régional de Midi-Pyrénées avec Marie-Christine Boutonnet et mon ami Cabrolier, où nous avons défendu un certain nombre de positions qui aujourd'hui sont en train malheureusement de se réaliser. Et nous aurons été, je pense, des visionnaires dans la manière dont nous aurons prédit un certain nombre de choses. Je ne vais pas vous tenir, moi, 1 heure en faisant de grands discours, mais j'aimerais quand même vous rappeler des choses essentielles, parce que si nous sommes là ce soir, si vous vivez le quotidien qui est le vôtre, si vous voyez à la télévision les malheurs ou les quelques bonheurs qui sont ceux de notre pays, c'est qu'il y a quand même des raisons à cela. Et la situation dans laquelle nous vivons, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que nous, en tant que formation politique, nous n'avons rien à y voir. Nous n'en sommes pas responsables. Si à Mazamet, si dans le Tarn, si à Midi-Pyrénées, si en France des millions, je dis bien des millions d'emplois ont quitté le territoire pour aller s'installer d'abord au Maghreb pendant un certain temps, puis désormais en Asie, et demain peut-être en Afrique subsaharienne, ce n'est pas la faute du Front National ou des gens qui rejoignent le Front National aujourd'hui. C'est la faute des gouvernements de droite et de gauche qui se sont succédés pendant au moins 30 ans. Je sais bien, parce que je vous connais, en tout cas j'en connais un certain nombre, et dans le Midi-Pyrénées, j'allais presque dire Midi-Pyrénéen, c'est presque synonyme de socialiste. Mais s'il y a bien eu quand même une formation politique qui a tout trahi, que ce soit dans mon Ariège à la Vlanée, que ce soit à Mazamet, que ce soit en matière d'agriculture, dans d'autres départements, c'est quand même bien le Parti socialiste. Et qui est en train de terminer le travail. Et si M. Hollande est aujourd'hui le président le plus impopulaire de la Ve République, c'est bien qu'il fallait, encore une fois, je pense, les avoir au pouvoir pour démontrer d'une manière définitive ce dont ils sont capables de faire. La vérité, notre ami Stéphane disait
je suis plus ou moins, enfin il le disait en rigolant, coupable de l'élection de François Hollande. Non, ce n'est pas vrai. Personne n'est responsable de l'élection de François Hollande. Ceux qui ont mis François Hollande, j'allais presque dire, c'est en désespoir de cause. Et la responsabilité quand même incombe à la fausse droite, qui a contribué, comme la gauche, à la ruine de la France. Je rappelle quand même, je ne vais pas passer sur les épisodes de François Mitterrand et de l'arrivée. Je le cite toujours, Mitterrand, parce que ça me fait toujours rire quand je revois les mêmes, parce que les mêmes socialistes que vous avez aujourd'hui au pouvoir, ce sont les mêmes qui peuplaient les bureaux de François Mitterrand ou les ministères il y a déjà 30 ans. Et vous avez entendu, il y a des jeunes générations ici, vous ne l'avez pas connu. Et moi j'étais très jeune quand Mitterrand est arrivé. Et je dois dire, je me souviendrai toujours de la phrase de Jacques Lang, « Nous sommes enfin passés de l'ombre à la lumière ». Laissez-moi vous dire qu'on a vu le résultat. C'est qu'en tout cas, les ampoules ne devaient pas être très brillantes. Parce que j'ai rarement vu un pays dans un tel état. Et dans la ruine généralisée, ils portent les uns et les autres la même responsabilité. Nous en sommes, j'ai dit tout à l'heure le dernier chiffre à disposition, à 1980 milliards d'euros de dette. Je pense qu'en fait les Français ils ne se rendent pas compte. Parce que le chiffre en lui-même, il n'est pas à la mesure de ce qu'on peut nous-mêmes connaître. Il n'est pas à la mesure de ce que les Français, dans leur vie modeste, auront accumulé, entre guillemets, ou auront payé. Et 1900 et des poussières milliards de dettes, avec une cure d'austérité de plus en plus difficile, des retraites amputées, un pouvoir d'achat défaillant, une hausse de la fiscalité, des délocalisations qui se poursuivent, et au milieu de cela, des députés autistes qui continuent, si je puis dire, sur leur lancée, en invectivant ceux qui les mettent en garde et en continuant à maintenir leurs privilèges. C'est comme cela, je sais que peut-être certains s'y intéressent, nos députés, la semaine dernière, ont voté un budget à nouveau en déficit de 80 milliards d'euros, et pour payer le budget en déficit de 80 milliards d'euros, ils ont été obligés de voter un emprunt de 177 milliards d'euros supplémentaires. C'est-à-dire que plus on vous en demande, plus ils en dépensent, et plus le pays s'endette. C'est la spirale du déclin. C'est ce que nous avons vu en Grèce, en Italie, au Portugal, en Italie. On vous fait croire qu'il faut faire des efforts, alors on fait semblant de diminuer les indemnités du président de la République, que Sarkozy avait augmenté de 120%, on fait semblant de diminuer le train de vie des élus locaux, on fait semblant de faire un certain nombre d'économies, mais réellement, le budget de l'État est toujours en déficit et la dette, elle est colossale. Et parallèlement à ça, nous assistons à des décisions surprenantes. Moi, la première décision, on en a parlé ce soir, c'est assez dramatique, et c'est vrai que la France est encore une puissance militaire. Et notre ami Piloz est un ancien du 8e, mais j'allais dire, plus on en demande à nos armées, moins on leur en donne dans le budget. Plus on utilise nos armées au nom des droits de l'homme, et moins nous pouvons consacrer de moyens à la défense nationale avec les résultats que l'on sait. Avec des politiques absurdes, mesdames et messieurs. Parce que si la France a dû intervenir au Mali il y a quelques semaines, c'est parce que le gouvernement précédent est allé faire une guerre absurde en Libye, en mettant par terre un dictateur que personne n'aimait, qui n'était pas de nos amis. C'est pas nous qui avons reçu M. Kadhafi avec sa tente plantée je ne sais où dans Paris un 14 juillet à qui nous avons vanté. Ce n'est pas nous, c'est bien le gouvernement
de Nicolas Sarkozy, de la même manière que Bachar el-Assad n'est pas un ami du Front National, mais plutôt un ami du Parti Socialiste, etc., etc. Et on est allé mettre, si vous voulez, l'allumette au milieu, des braises pour relancer le foyer africain qui ne s'arrêtera plus désormais, avec une prolifération d'armes, avec un terrorisme endémique. Tout cela dans un désordre mondial, vous le sentez bien. Il y a des anciens dans cette salle. Ça fait bien longtemps que vous n'aviez pas été inquiets à ce point des relations internationales. Il y a bien longtemps qu'on se demande où nous allons. Comment les jeunes générations, comment nos enfants, puisqu'on a des enfants, vont se projeter dans la France d'après. Chômage, insécurité, j'en dirai 2 mots sur l'insécurité, parce que c'est beaucoup plus préoccupant que cela. Endettement, délocalisation, un Premier ministre quand même, mesdames et messieurs, pendant qu'on va faire une guerre au nom des droits de l'homme pour établir à Bangui, c'est vrai c'est le bordel complet à Bangui, enfin, il revient quand même d'une semaine en Chine, qui n'est pas quand même un pays qui, pour les droits de l'homme, est un havre de démocratie. Et il y va pourquoi? Eh bien, il y va tout simplement pour faire des affaires. Et vous avez vu, il est arrivé, il nous a vanté, il a vendu ses saucissons, il a vendu je ne sais quoi, les voitures, etc. Sans dire que les voitures Citroën ou Renault qui demain seront vendues en Chine, eh bien, elles viendront concurrencer les nôtres. Pour l'instant, non. Elles sont pour le marché chinois. Mais on a vite vu que dans d'autres cas, notamment Airbus, ce qui était produit en Chine revenait comme un boomerang sur le continent européen et provoquait des dégâts, j'allais dire, abominables dans nos propres industries. Nous sommes quand même en face de politiciens qui sont capables, en même temps, de dire que Peugeot c'est mal, et de vilipender les patrons de Peugeot qui délocalisent ou qui ferment des emplois en France, tout en allant inaugurer des usines à Alger ou à Tanger qui vont fabriquer des voitures qui viendront concurrencer les nôtres. C'est quand même un système de fous furieux. Et ces gens-là vous donnent des leçons tous les jours. Ils viennent en disant, de toute façon, vous, le Front National, en matière d'économie, vous n'y comprenez rien. Ah, c'est vrai qu'eux, ils comprennent. Là, je dois dire que le bilan économique de la gauche et de la droite, heureusement d'ailleurs qu'ils y comprennent quelque chose, parce que sinon, nous serions où? C'est ce qu'il faut dire à nos politiciens. Moi, systématiquement, comme on dit ça, mais je dis, vous avez vu votre bilan à vous? Vous avez vu votre responsabilité? 9 millions de pauvres aujourd'hui. 9 millions de pauvres. Un chômage qui s'aggrave. Une insécurité qui touche les plus modestes. Et vous venez systématiquement nous donner des leçons. Mais au nom de quoi? Au nom de qui? Et moi, je vois de plus en plus dans nos fédérations des gens qui viennent de l'UMP, du Parti Socialiste, ou du Parti Communiste, ou d'ailleurs, ça y est, ils ont compris, hein, mesdames et messieurs, ils ont compris. Et de plus en plus, ils ouvrent les yeux. C'est ce que disait notre ami, ils ont ouvert les yeux, et je pense qu'ils ne sont pas prêts de remettre un bulletin de vote dans une autre formation politique. Parce que pendant que la France est en train de s'abaisser, de se ruiner, pendant que vous voyez le désordre s'installer à l'international comme au national, eh bien, il n'y a qu'un seul sujet qui passionne les médias et les politiques aujourd'hui, c'est le racisme. Alors là, le racisme, je peux vous dire, à toutes les sauces, tous les jours, on en aura mangé du racisme, avec des faits divers, parce que ce sont des faits divers, ce sont des bêtises qu'il faut sanctionner, qu'il faut condamner quand ça existe, évidemment, mais ça reste quand même des épiphénomènes. Et clouer au pilori comme ça tout un peuple et tout un pays, le traiter de raciste, alors que très certainement, il n'y a pas un seul pays au monde, pas un seul pays au monde, qui ait fait autant pour ces immigrés, ces enfants d'immigrés, ou ces immigrés fraîchement arrivés que la France, en plus, se faire traiter de raciste tous les jours à la télévision, je peux vous dire que ça commence à user parce qu'ils abusent de cette situation. Moi, je rappelle un chiffre, personne ne me l'a donné, hein, parce que là, c'est parti, la France, pays raciste, etc. Donc, il y a des études. Je suis allé chercher, moi, les crimes et délits, attention, crimes et délits officiels.
C'est-à-dire, je suis allé sur le site du ministère de l'Intérieur, et déjà, il faut creuser pour le trouver. Hein. Bon. 3,5 millions l'année dernière de crimes et délits en France. 3,5 millions. Pour ceux qui ont lu le livre Orange Mécanique, qui est un livre sur l'insécurité en France, lui, le chiffre, par des croisements de statistiques, etc., à 12 millions. Incivilité, menaces, etc. Pas 3,5, 12. Mais moi, je m'en tiens au chiffre officiel. Face à cela, il y a eu 1550 menaces ou actes racistes en France. 3,5 millions de crimes et délits, 1500 menaces ou actes racistes. C'est pas bien. Quand on les a sous la main, il faut les attraper. Mais ça représente très exactement 0,04% de l'ensemble des crimes et délits sur notre territoire. Et on va nous faire croire que la France est sous le coup d'un danger fasciste, d'un danger nazi, et que les troupes à casque à pointe vont déferler sur Paris dans les mois qui arrivent. Non, ils sont là pour faire peur aux gens. Ils sont là pour détourner l'attention. Parce que pendant qu'on parle de ça, et Mme Taubira, eh bien on ne parle pas du reste. Pendant qu'on parle de Mme Taubira qui fait la une de Elle et qui est la femme de l'année, hein, après tout ce qu'il y a eu, eh bien on ne parle pas de son projet de loi qui va faire que des détenus condamnés jusqu'à 5 ans, eh bien ne rentrent jamais en prison. Parce qu'ils ont des raisonnements de pervers. Dans leur tête, ils sont pervers. Plutôt que de dire, il n'y a pas assez de places de prison, vu qu'il y a une grosse insécurité, et que c'est vrai, les prisons sont inhumaines. Et ça, moi, j'y tiens, parce que c'est quelque chose de vrai. On est pour la sanction, on est pour la prison, mais la prison, ça reste en droit la privation de la liberté. C'est tout. Ça ne reste pas un supplice, ça ne reste pas de la torture, c'est la privation de la liberté. Or, aujourd'hui, dans les prisons françaises, quand vous êtes dans une cellule de 9 mètres carrés à 3, 6 ou 9, évidemment, ce n'est plus des conditions, on va dire, décentes de détention. Et nous sommes, nous, pour que la détention soit efficace, effective, et qu'elle soit humaine. Et ce qu'il faut faire, ce n'est pas vider les prisons, c'est justement en construire. Mais en construire, c'est mal. Parce qu'évidemment, on préférerait construire des centres de vacances ou des Disneyland. Et que si vous construisez des prisons, ça veut dire que le pays, quand même, il ne va pas si bien que ça. Parce que dans les rues, tu as parlé d'insécurité à Mazamet, moi je suis quand même assez fasciné de voir, je tourne beaucoup en France, il n'y a pas une ville de France qui échappe à ça. Il n'y a pas un village de France aujourd'hui qui échappe à ça, à des incivilités, des violences gratuites, des gens qui se font tabasser pour un oui, pour un non. Il y a totalement une perte de repères aujourd'hui qui s'aggrave, pas seulement d'ailleurs, il faut bien le dire, avec l'immigration clandestine, hein, pas seulement, avec une perte de repères aussi dans la jeunesse, sans aucune moralité, sans aucun patriotisme, sans rien du tout. Et ça, mesdames et messieurs, c'est la marque. C'est la marque de la faillite d'un système qui d'abord a oublié d'où il vient. Et il faut le rappeler systématiquement. La France, ce n'est pas une soucoupe volante. Elle n'est pas descendue du ciel du jour au lendemain. Elle a été créée, façonnée par des siècles d'histoire. Et si vous avez 32 000 clochers plantés au cœur de nos villages, ce n'est pas un hasard. C'est parce que nous sommes une civilisation. Nous sommes une identité. Nous avons un héritage, un patrimoine. Et ce patrimoine, nous le partageons avec d'autres, une culture. Et ça, petit à petit, les Français ont tendance à l'oublier. Nous avons une histoire qui est riche, et nous avons une histoire glorieuse, et pas systématiquement des gens qui sont en train de raconter des balivernes sur l'histoire de France. Parce que je vois qu'il y a quand même des parents ou des gens qui ont des enfants à l'école. Vous avez mis le nez dans les livres d'histoire de vos enfants? Vous avez mis le nez? Mais allez y voir, et vous m'en direz des nouvelles. Vous allez voir comment on n'apprend plus l'histoire de France, mais comment on révise l'histoire de France. Quand vous regardez bien les livres, comme quoi on donne envie à nos enfants de haïr l'histoire de France, de haïr la France tout court.
parce que plus rien d'important n'est dans ces livres d'histoire, et que systématiquement, d'ailleurs à la télévision, dès que l'on parle d'une page historique quelconque, il y a un scandale. Hein, à part la Révolution française qu'ils ont mythifié en oubliant le génocide vendéen et quelques autres crimes comme ça, le reste, plus personne n'ose parler de Napoléon. Abominable Napoléon. Personne ne se dit que les lois qu'on a aujourd'hui, le code civil comme le code pénal, bon, ben c'est Napoléon quand même, et que notre système, j'allais presque vous dire, social ou administratif, au-delà de Louis XIV, il vient en grande partie du Premier Empire. Personne ne vous le dira. Personne ne vous parlera de la Troisième République aujourd'hui. Parce que si on va mettre le nez dans les acquis de la Troisième République, c'est-à-dire les hussards noirs de la République, c'est-à-dire les instituteurs, le moment où on a sorti les enfants de paysans pour les mettre sur les bancs des écoles, et où sur les bancs des écoles, c'était la discipline, pas n'importe quoi, où on a imposé la langue française, parce qu'on oublie les choses, on a imposé le français, et où tout le monde, fils de bourgeois comme fils de paysan, était logé à la même enseigne. Mais plus personne ne sait de quoi on parle. Plus personne vous parle, ou alors, il n'y a que nous aujourd'hui pour défendre la loi de 1905, qui est une loi, je le rappelle, là aussi pour ceux qui ne savent pas, mais il faut aller s'y pencher, qui s'est faite contre la religion catholique, qui était avant religion d'État, et qui s'est faite d'une manière autoritaire, avec un partage entre l'État et le patrimoine de l'Église, mais où on a inscrit le principe de laïcité. Principe de laïcité qui est une adaptation du principe quand même chrétien, tu rendras à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Mais ce que l'on a imposé en 1905 aux catholiques de la France, aujourd'hui, on est en train de laisser faire et de laisser voler en éclats un certain nombre de choses par une religion, il faut quand même dire les choses comme elles sont, à qui on ne demande rien, aucune obligation. Vous avez des gens qui arrivent aujourd'hui, moi j'ai droit, alors je veux un menu spécial, parce que ma religion elle me l'interdit, je veux un horaire aménagé dans les piscines, parce que nos femmes elles ne se mélangent pas avec les hommes, j'arrive aux urgences et je dis non, moi je veux des médecins femmes, parce que je ne veux pas que les médecins hommes auscultent, mais il faut leur dire oh, on est en France, si tu n'es pas content de la manière dont tu es traité, tu peux aller vivre ta religion ailleurs, hein. Il y a plein de pays qui acceptent le français. Je le rappelle parce que c'est par méconnaissance historique qu'on le fait. Moi je suis en bataille à Perpignan, ils sont en train de créer un abattoir, un bel équipement, utile, et on s'est rendu compte par une indiscrétion de presse que les plans de l'abattoir étaient orientés vers la Mecque. Ce qui est quand même assez extraordinaire. Alors on a posé des questions. Moi j'ai déposé évidemment une réclamation auprès du procureur. Le procureur m'a dit non, je ne vois pas. En fait il a voté en touche, hein, en pays de rugby c'est assez facile. J'ai écrit au préfet de la République, garant de l'ordre républicain, qui m'a répondu une longue lettre, où quand vous aviez fini de lire la lettre, vous ne saviez plus la question que vous lui aviez posée au début. Tellement c'était embrouillé dans des textes, des terminologies, etc. Bref, lui aussi voté en touche. Parce qu'ils ont la trouille. Parce qu'ils ont la trouille. La trouille pour eux. La pression communautaire sur le terrain. La pression communautaire sur le terrain. Nous vivons aujourd'hui quand même dans des villes avec des autorités municipales qui vous font des discours et qui vous disent « Mais nous sommes respectueux des différences. » La preuve, et c'était il y a 15 jours, un centre culturel gitan à Perpignan, le maire vous dit, la preuve, c'est qu'il y a 2 entrées, une pour les hommes, une pour les femmes. La grande avancée de la démocratie française. Voilà, la différence, la discrimination en vertu des sexes, en vertu des ethnies, des religions. Et nous y allons sous le poids de la démographie, mesdames et messieurs. Parce que quand vous régularisez 200 000 personnes par an, 200 000 sur 5 ans, ça fait 1 million. Et quand vous multipliez... Je parle de ceux que vous connaissez. Parce qu'après, vous avez tous ceux que vous ne connaissez pas. Mais qui, eux, ont les mêmes droits que vous, hein, ou moi, devant toute la distribution sociale qui est mise en place en France.
Pourquoi croyez-vous, pardon, que Manuel Valls, un matin, s'est levé en disant que les Roms c'était abominable, qu'il fallait lutter contre les Roms, et que les Roms n'étaient pas assimilables, que de toute façon il valait pas... Vous croyez que Manuel Valls, dans ce gouvernement, il pense ça? Non. Manuel Valls, il est comme tous les ministres de l'Intérieur, toutes les semaines, il a les rapports des préfets qui arrivent. Et les préfets, ils marquent l'état de l'opinion. C'est sorti d'ailleurs dans, je crois que c'est le Nouvel Obs. Et qu'est-ce que disent les préfets? Attention, situation pré-insurrectionnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens se lâchent. Les gens se lâchent par la parole, c'est-à-dire le ras-le-bol. Vous avez vu l'histoire des bonnets rouges en Bretagne. Mais il y en a certains qui, parce qu'il y a déficience de l'État, il y a carence de l'État, eh bien se défendent d'eux-mêmes. Et on ne peut pas les blâmer. Pas plus le bijoutier de Nice, que le marchand de moto je ne sais où dans la Marne, que l'autre bijoutier d'ailleurs lui aussi dans la Marne, etc. Les gens se défendent. Parce qu'au bout du 5, du 6, du 7, du 50e cambriolage, eh bien, je vais presque vous dire la faiblesse humaine, ou en tout cas l'esprit de résistance, vous pousse, et quelquefois, à prendre les armes contre la loi, pour vous défendre, pour défendre votre famille et pour défendre vos biens. Et si nous existons, mesdames et messieurs, si nous existons, si le Front National défend ce qu'il défend, l'autorité de l'État, c'est pour éviter les dérapages qu'il y aura et tout ce qui pourrait avoir lieu si rien n'est fait et si l'ordre n'est pas rétabli dans les quartiers. Parce que, vous savez, la colère populaire, elle peut démarrer, là aussi, comme un feu de broussailles et embraser l'ensemble du pays sans que personne puisse y mettre bon ordre. Pas plus la police que l'armée, ou encore moins, j'allais vous dire, les partis politiques ou les syndicats. Front National compris. Parce que le peuple, à force d'avoir été pris pour un imbécile, eh bien, il en a ras la casquette. Et nous en sommes là, petit à petit. Nous en sommes là, mais manifestement, le Parti Socialiste et l'UMP n'ont pas encore compris que nous en sommes là. Et vous les avez, ils continuent. Ils continuent par lâcheté, par mensonge, par opportunisme, parce qu'ils profitent du système. Et quand notre ami vous disait tout à l'heure, il n'y a pas d'étiquette, c'est la valse des étiquettes, ah ça c'est sûr que je peux vous dire qu'aujourd'hui, moi je préfère distribuer des tracts avec la tête de Marine dessus qu'avec la rose du Parti Socialiste. Hein. Ça je vous le garantis. Hein. Parce que là, s'il y en a bien sur le terrain qui rasent les murs, ce sont quand même les socialistes. Et ils vont les raser de plus en plus, au fur et à mesure que nous allons aller en campagne. C'est pour cela qu'ils cachent leur étiquette politique. Nous n'avons rien à cacher. Et il a fait, je trouve, moi, une excellente conclusion. Parce que nous, d'abord, nous ne faisons pas de fixation sur les autres partis politiques. Pour nous, c'est du passé. Ils ont échoué. Voilà, ils ont échoué. Ils ont eu leur chance. Pendant 40 ans, ils se sont partagés le pouvoir. Partager le pouvoir. Pendant 40 ans, ils se sont tenus les uns les autres par la corruption, par les scandales divers et variés, par l'avantage qu'ils se sont donnés les uns les autres. C'est ça le système français, la République française, leurs valeurs républicaines. Je me suis toujours étonné du discours, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Mais de quelles valeurs ils parlent? Si ce n'est les valeurs de leur magouille et de ce qu'ils se sont partagés pendant des lustres. Parce que pour le reste, mesdames et messieurs, je ne vois pas ce qui, dans le programme que nous défendons aujourd'hui, il y a de bien extraordinaire. Hein. Je me souviens du slogan au régional en 2004, c'était « Courage et bon sens ». Mais vous l'avez là devant vous, le courage de dire un certain nombre de choses qui sont des choses de bon sens, qui sont partagées par tous. Que les gens viennent de la gauche ou qu'ils viennent de la droite, ou qu'ils ne viennent de nulle part d'ailleurs. Ce sont les choses que les gens aimeraient retrouver. Un peu de respect, de l'emploi, la sécurité dans les rues, être fiers de leur pays, de leurs écoles, de leurs universités, avoir là une retraite décente pour pouvoir vivre, pouvoir fonder une famille. Bien tout cela, c'est un mirage aujourd'hui. Et nos jeunes, je peux vous dire, moi pour discuter beaucoup avec des jeunes, sont quand même dans un système dont ils ne voient pas le bout.
Et dites-vous bien, et c'est pour ça aussi qu'il faut être indulgent envers la jeunesse, même s'il faut rappeler une certaine autorité. Le monde dans lequel on les fait évoluer, mesdames et messieurs, n'est pas un monde facile. C'est pas un monde facile. Parce qu'au bout de la chaîne, une fois qu'ils sont rentrés à l'école, il n'y a pas d'horizon. L'horizon aujourd'hui, la plupart du temps, c'est le chômage. Ou alors, c'est l'exil. De plus en plus de jeunes pensent à quitter la France. Ou alors on tombe dans les excès, et là c'est un fléau national sur lequel nous nous pencherons, parce que c'est un problème à la fois social, un problème de jeunesse et de sécurité, la drogue. La drogue à tous les étages. La drogue dans la ruralité comme à la ville, qui touche le fils du prolo comme le fils du bourgeois, de la même manière, avec un terrain de chasse qui s'appelle l'Europe, ou à ce qui concerne la France et dans certains quartiers, pour avoir là aussi travaillé avec des criminologues, le prix des doses, par exemple, d'héroïne à Toulouse, à Perpignan, à Montpellier, est l'un des plus faibles d'Europe. C'est pas de la petite drogue, l'héroïne, hein. Eh bien, vous avez là le pourrissement petit à petit de la jeunesse, le pourrissement du pays. Et c'est ce contre quoi aussi il faudra lutter dans les municipalités, parce que vous avez vu que nous avons quand même des idées, que nous vivons les préoccupations, nous ne sommes pas des extraterrestres. C'est ça qu'il faut dire. Nous sommes des Français comme tout le monde. Nous ne sommes pas ni racistes, ni xénophobes. Nous n'avons aucune, je dis bien, compassion pour des régimes totalitaires qui ont existé avant nous. Nous ne cachons pas, nous, comme les socialistes, le silence complice qu'ils ont eu pendant des lustres avec des dictatures. Parce que ça a quand même été ça. Nous ne cachons pas, nous, dans les dirigeants du front, des gens qui étaient décorés de la plus haute distinction de Vichy. Parce que là aussi, moi je veux bien qu'on me traite de facho, mais à ce moment-là, il va falloir que les socialistes leur demandent des comptes quand même. Hein. Parce qu'à part Mitterrand, ils en avaient quand même toute une ribambelle avec eux. Hein. René Bousquet, etc., etc. Marcel Déat, Doriot, combien de gens de gauche sont allés collaborer? Est-ce qu'on va encore longtemps mettre dans le débat public systématiquement les comportements qui ont eu lieu il y a 70 ans? On va continuer. Eh bien moi, nous proposons, nous, d'avoir en mémoire tout ça, parce qu'il ne faut évidemment jamais oublier, mais il faut aussi savoir regarder l'avenir et ce que nous voulons pour l'avenir. Il faut savoir redonner un espoir à nos jeunes. Il va falloir, mesdames et messieurs, mais je reviendrai pour vous le dire, puisque les élections européennes sont pour oui, rebâtir l'Europe. Nous ne sommes pas des anti-européens. Nous ne voulons pas, nous, des miradors et des barbelés aux frontières. Nous voulons réguler les relations avec les autres pays européens. Nous voulons redonner à la France sa souveraineté, c'est-à-dire sa liberté de dire oui ou non, tout simplement. Ne pas être tributaire, mesdames et messieurs, du bon vouloir de gens qui, à Bruxelles, non élus, technocrates qu'ils sont en train de nous donner des ordres. Parce que la culpabilité de nos politiciens, au-delà de toutes les turpitudes qu'ils aient touchées à l'argent, parce que là, les procès en matière de scandales financiers sont innombrables, que ce soit des scandales de sexe, bon, je ne vais pas vous parler quand même de Strauss-Kahn, hein, et de quelques autres choses comme ça, quelles que soient les turpitudes des autres partis, leur responsabilité, c'est d'avoir vendu la France. Petit à petit, ils ont vendu la souveraineté de la France, ils ont vendu notre liberté. Quand vous votez pour eux, mesdames et messieurs, ils ne peuvent décider de rien. Ils vous font croire qu'il faut aller voter pour les mettre en place, mais ils n'ont plus le pouvoir. Vous avez remarqué que le budget de l'État, pour la première fois depuis longtemps dans l'histoire de France, pour la première fois, le budget voté par notre Assemblée nationale, qui est la fiction de la nation, hein, qui est la fiction de la souveraineté de la nation, eh bien on est allé porter le budget, et on a dit à monsieur, on l'a porté à M. Barroso, et on lui a dit, il est bien notre budget? Voilà, c'est ça. Parce que s'il n'est pas bien, eh bien M. Barroso, il nous le renvoie, et il dit à la France, là, il n'y a pas assez d'impôts.
là il n'y a pas assez d'économie, là il n'y a pas assez de dépenses, là vous en faites passer pour les Roms, il va falloir reprendre Leonarda, il va falloir faire ceci, il va falloir faire cela. C'est ça aujourd'hui la politique française. Je ne sais pas si vous êtes rendu compte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que pour baisser le taux de TVA sur la restauration ou le monter, il faut aller à Bruxelles et demander l'autorisation. De la même manière qu'il faut demander l'autorisation pour aider des entreprises en difficulté, pour contraindre certaines à ne pas délocaliser, etc., etc., etc. C'est-à-dire que nous ne sommes plus une nation libre. Et je peux vous dire que depuis, on va dire, le général de Gaulle, la fin des années 60, la France a longuement dérivé vers cette perte de liberté et de souveraineté, au point qu'aujourd'hui, très honnêtement, s'il n'y a pas un référendum, ce que j'appelle moi un référendum cadre, c'est-à-dire un référendum qui demande le pouvoir aux Français de remettre à plat le schéma européen, de refaire un traité européen qui respecte la liberté des peuples et des souverainetés. Si nous ne faisons pas ça, si nous n'avons pas l'appui du peuple, eh bien je peux vous dire que petit à petit, par coups successifs à la manière du voleur chinois, eh bien la France ne pourra plus rien faire, parce qu'elle sera tributaire de la décision et de l'argent des autres. C'est déjà vrai, mesdames et messieurs, soyez-en conscients, hein, pour la dette qui appartient à plus de 50% à des détenteurs étrangers, contrairement d'ailleurs au Japon ou l'Italie, mais petit à petit, ce sera vrai pour les attributs de la puissance. La seule chose qui reste à la France aujourd'hui, pour dire vrai, c'est une armée, c'est vrai, mais dans quel état? Dans quel état? Elle nous permet d'aller faire illusion en Afrique face à des choses qui n'existent pas. Parce que c'est sûr que quand vous allez intervenir à Bangui, on ne peut pas dire que l'opposition, même si ce soir, ou hier plutôt, elle aura fait quand même 2 morts dans les troupes françaises, on ne peut pas dire que ce soit des armées style syrienne ou des armées peut-être même afghanes. Mais il nous reste la dissuasion nucléaire. C'est la seule chose que la France peut encore remettre sur la table des négociations comme puissance mondiale. Mais petit à petit, vous verrez que même ce point de puissance sera rogné. Et ils en parlent. Sarkozy voulait la mettre à disposition d'ailleurs de l'armée européenne. Hollande, lui, veut faire une grande armée, lui aussi européenne, je ne sais pas pourquoi, etc. Nous sommes petit à petit en voie de disparition. Il faut en être conscient, nous sommes en voie de disparition et nous ne voulons pas de cela. C'est pour cela que nous nous battons. C'est pour cela que je vous demande, moi, d'être conscient des enjeux. Nous ne sommes pas des gens parfaits, loin de là. Nous ne sommes pas une organisation parfaite. Voilà, même l'Église ne l'est pas. Hein. Et pourtant, elle devrait l'être. Elle ne l'est pas. Nous sommes une organisation humaine. Nous avons des qualités, nous avons des défauts, mais je pense que notre principale qualité, c'est d'avoir quand même le sens du devoir. Parce que l'air de rien, c'est pas facile hein, d'agir et d'avancer dans l'adversité totale. En tout cas, je peux vous dire que jusqu'à maintenant, c'était même très dur. Dans les familles, il y a de tout dans les familles, dans le boulot, dans la rue, identifié, quand vous étiez identifié, eh bien les gens vous regardaient de travers. Le regard a changé. La manière dont les gens maintenant discutent avec vous a totalement changé. Et j'allais presque vous dire, ça devient aujourd'hui presque un avantage de ne pas être comme les autres. Et j'allais presque vous dire, moi, chaque fois que je vois Harlem Désir à la télévision qui nous insulte, je suis assez heureux finalement de ne pas lui ressembler. Et de ne pas ressembler à cette bande qui aura pillé la France pendant des décennies. Eh bien, cette fierté d'appartenir à mon mouvement, je ne vous demande pas, moi, d'adhérer en masse et de venir nous suivre. Je vous demande simplement de retrouver la fierté de défendre un pays, de défendre un combat, de défendre des racines, une culture, une histoire, et de la défendre et de la promouvoir, parce que je pense que nous pouvons évidemment faire renaître ce qui a soudé la France et les Français pendant des générations, qui a admis des vagues entières d'immigration européenne qui sont aujourd'hui des Français à part entière, qui partagent d'ailleurs nos idées et qui sont avec nous au Front National. Moi je vous demande de le faire parce que nous n'avons qu'un seul objectif, la France et la France d'abord. Merci.
Merci à vous tous et avant de se diriger vers l'apéro, je vous demanderai de montrer que vous êtes fiers d'être français et de chanter avec nous la Marseillaise. Oui. Allez. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez nos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Excusez-moi, alors comme lui l'a dit, nous ne sommes qu'humains, donc je vous demande 5 minutes avant qu'on puisse installer le buffet. Merci.